Et salut tout le monde, c'est Isoka, et bienvenue pour ce numéro 15 de Ici de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les différents single issues que j'ai eu dans la semaine, avec un énorme programme avec 9 single issues, quand même, en revue, donc c'est pas mal. On parlera tout d'abord du numéro 1 de NYX chez Marvel, on parlera du numéro 4 de Batman Dark Age chez DC Comics dans le Black Label, un petit détour par Boom Studios avec les numéros 5 de I Heart Skullcrusher et de Man's Best, et on terminera avec Image Comics, avec une petite flopée de titres, avec le retour tant attendu de Saga avec le numéro 67, le Sacrificers numéro 10, le Napalm Lullaby numéro 5, et pour terminer ce diptyque, la fin de One Hand avec son numéro 5 et la fin de Six Fingers avec également son numéro 5. Donc voilà, vaste programme, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et on commence sans plus attendre avec le numéro 1 de NYX. Et oui, une série de l'après-Krakoa, un petit peu, From the Ashes, A New Beginning. Donc un petit peu un nouveau départ, descendre, évidemment, de ce qui s'est fait précédemment, et de cette grande période Krakoa, hein, 2019-2024, c'était quand même 5 ans. C'était quand même assez impressionnant cette période, on pourrait en revenir, on pourrait faire des émissions entières pour en reparler, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, ça sera peut-être prévu. Restez aux aguets des informations. Et donc je reviens sur ce NYX numéro 1. Là je vous laisse apprécier la variant cover de Stanley Lowe, dit Art Germ. Alors Art Germ c'est sûrement un variant cover artiste que vous avez déjà vu ici et là. Moi j'en ai plusieurs de lui, notamment de Batman, de Catwoman, de Mystique ou de Magic. J'en ai vraiment pas mal. Donc à l'occasion il faudra peut-être que voilà, on en parle un petit peu. Ou alors que je réapprovisionne un petit peu mon compte Instagram, notamment en reproposant une petite idée que j'avais eue que je trouvais sympa mais que j'ai abandonné un petit peu trop, de manière trop précoce, à savoir le un jour une cover. Donc je reprendrai peut-être ce principe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est sympa. Donc voilà, ce numéro 1 de NYX, scénarisé par le duo inséparable Jackson Lansing et Colin Kelly, évidemment, dessiné par Francesco Mortarino, que je ne connaissais pas, et mise en colorisation par Raoul Angulo. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout, et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des dessins, j'ai plutôt été convaincu. On se démarque un petit peu quand même de ce qui s'est fait sur Krakoa. Je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus identitaire, beaucoup plus personnel comme type de dessin. Enfin, vraiment, j'ai plutôt adhéré. Et comme vous avez pu le voir sur ces deux planches, on fait la part belle notamment à Kamala Khan, à Miss Marvel. Alors moi, Miss Marvel, c'est pas vraiment un personnage qui m'intéressait plus que ça, même si apparemment le run de J. Willie Wilson est plutôt réputé et a très bonne, vraiment à très bonne critique. Donc là, vraiment, ça m'intéressait pas plus que ça, mais dès les premières pages, j'étais happé parce que franchement, il y a une vraie qualité d'écriture de la part de Kelly Lansing. Et du coup, en plus, elle rencontre, moi, un personnage que j'adore, une des Stopford Cuckoos. Voilà, et je vous dis pas laquelle, vous verrez bien. Et j'étais hyper content. Voilà, une des créations de Grant Morrison, hein, Momo, qui a fait quand même pas mal de choses de positives sur nos X-Men, même si je comprends que ce soit un run, on va dire, partagé. On va dire que les gens sont plutôt partagés à l'évocation de ce run. Moi, je l'aime beaucoup, mais je peux comprendre qu'il y a des choses qui nous chagrinent. Et du coup, on voit un petit peu quels sont les différents personnages qui vont composer en fait cette équipe progressivement. On nous l'a montré dès le départ, donc c'est pas franchement un secret, mais c'est plutôt sympa de voir où les personnages en sont, comment ils sont considérés. C'est vraiment très intéressant. Du coup, quelle est un petit peu leur position, on va dire, post-Krakoa? Parce que c'est un petit peu ça quand même. Ce comic, c'est aussi à la fois l'histoire de Kamala Khan qui veut tout simplement profiter de sa vie universitaire, mais aussi quel est le positionnement de chacun par rapport à le post-Krakoa, pro-mutant, anti-mutant, est-ce qu'on peut mélanger humain et mutant? Donc on revient toujours un petit peu aux mêmes problématiques, hein. C'est-à-dire qu'il y a les pro-mutants only, il y a les pro-humains only, et ceux qui veulent un petit peu le métissage, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et ils sont toujours chassés par les deux camps, un peu, dans quelque sorte. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est toujours intéressant. Et je trouve que là, c'est abordé de manière franchement intelligente au niveau de l'écriture. Donc il y avait un personnage que vous n'avez pas encore vu, forcément, qui est sur la cover, il est là, forcément, donc qui composera l'équipe, vraisemblablement. Donc c'est, je crois, une mini-série. Il est clair que je vais continuer, je l'ai trouvé hyper intéressante. Je vous montre pas les dernières pages parce que franchement, toute l'intrigue est là. Parce qu'on a vraiment au départ une constitution d'équipe assez classique. Comment on peut s'impliquer dans quelque chose qui peut nous dépasser, parce que c'est à la fois Kamala Khan universitaire et le rôle de Miss Marvel, donc un devoir presque à ses concitoyens. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, qui est déjà proposé là par Lansing et Kelly. Donc je vais continuer clairement avec grand intérêt pour ce numéro. Voilà, on continue avec Batman Dark Age numéro 4. Alors ça, vous le savez, je crois que je vous ai présenté chacun des numéros jusqu'ici.
Là, c'est une variante cover de Chris Samney, vous le savez, hein, qui est un de mes artistes favoris. Regardez comme il joue merveilleusement bien avec les ombres et la lumière. Je trouve que c'est du grand art. Et vous avez la cover régulière de Michael Red derrière, qui est pas en reste non plus, hein, clairement. Donc vous le savez, c'est dans le Black Label, Batman Dark Age. C'était un petit peu jumelé, j'ai envie de dire, avec le Superman Space Age, que nous proposait Mark Russell au scénario, et évidemment Michael Allred et Laura Allred au dessin et à la colorisation. Voilà, c'est la même équipe, hein, forcément. Et on continue, voilà, on continue ça, et c'est vraiment quelque chose que je trouve toujours aussi bon. C'est vraiment génial, c'est-à-dire qu'on oscille entre là 1972 et 2030, hein, puisque je vous rappelle que c'est Bruce Wayne qui écrit ses mémoires, qui est en train de la perdre, et il y a quand même pas mal de choses là-dessus qui étaient très émouvants. Et justement, bah, ce qui était un cliffhanger incroyable dans le numéro 3, bah, c'était pas qu'une évocation dans le vent, et là on va voir un petit peu se concrétiser ce dont il parlait. Encore une fois, j'ai trouvé que c'était un numéro génial. Bon, je dis encore une fois, mais c'est peut-être même le meilleur numéro de la série depuis le début. Je l'ai trouvé brillant, justement, la manière dont il joue avec les souvenirs, les difficultés que cela comporte. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. À côté de ça, on a de plus en plus bah voilà, une galerie qui s'étoffe, hein. Que ce soit des alliés ou justement des personnages, des alliés, des vilains ou ceux qui sont entre les deux, forcément, ceux qui sont un petit peu plus ambigus. Donc on a vraiment quelque chose voilà, qui est top. Voilà, il y a une pub, je vous la montre quand même. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Pingouin qui veut absolument un Warhol. Un Warhol de qui bah, vous en doutez bien. Donc on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé, encore une fois, génial. Que c'est excellent, et notamment les moments en 2030, la narration est incroyable, hein, ça fonctionne très bien, ces va-et-vient entre ces différentes époques. En voyant que même ce qui s'y passe en 2030 est quand même super intéressant. Et puis regardez-moi cette composition, on sent que là Michael Red il s'éclate complètement. C'est vraiment très chouette, entre les différentes poses iconiques, entre le côté séduction, le côté protecteur, le côté nécessaire. Et en plus, bah, il est introduit un méchant très très connu forcément du monde de Gotham. Et là, la manière dont il est introduit, j'ai trouvé que c'était hyper subtil, hyper intelligent. Voilà, forcément. Et tout ça avec un finish époustouflant. Vraiment, le finish est époustouflant. Je peux pas vous en parler ni vous le montrer, évidemment. Mais c'est vraiment un comics que je trouve brillant du début à la fin. Donc, que ce soit Superman Space Age ou Batman Dark Age, pour moi, on confine à peut-être un chef-d'œuvre de temps moderne. On verra, évidemment, c'est le temps qui permet de donner une aura à ce genre d'œuvre. Mais moi, je me prends une grosse claque. J'ai pas lu de Batman et de Superman et de manière aussi intelligente depuis très longtemps. Oh oui, c'est du Black Label, mais franchement, on s'en fout. De toute façon, ça s'appuie sur la continuité de manière très lourde. Donc ça, c'est pour les chagrinés de la continuité maladif. Je sais qu'il y en a et j'en fais un peu partie aussi. Mais parfois, il faut accepter juste de se laisser bercer. On nous raconte une histoire dont les origines vont peut-être varier, dont les dessins et les destins des personnages sont peut-être très différents de ce qu'ils étaient en fait dans la continuité dite plus classique. Mais faites-moi confiance, ça vaut largement le coup. Donc a priori, courant 2025 en VF, avec une diffusion, une parution parallèle entre Superman Space Age et Batman Dark Age. Je comprends pourquoi. Voilà. On continue. On continue avec Boom Studios et I Heart Skull Crusher numéro 5. Vous le savez, une de mes séries coup de cœur. Vraiment, c'est une des séries que j'aime beaucoup et dont peu de personnes parlent finalement. Donc j'ai vraiment envie de la mettre en lumière. C'est une série scénarisée par Josie Campbell, dessinée par Alessio Zono et mise en colorisation par Andrel De Santiago. Voilà, je vous montre le crédit là, ainsi que la première planche du numéro 5. Et vous le savez, je vous en avais parlé lors du numéro 4. La vraie bonne nouvelle pour moi, c'était que c'est pas fini, c'était la fin d'un arc et on va continuer. Donc là, on a l'affrontement face à Skullcrusher. Donc forcément, on affronte son idole. Et est-ce que on dit souvent est-ce qu'il est de bon ton de rencontrer ses idoles? Est-ce qu'on risque pas d'être un petit peu déçu comment dire qu'ils redescendent un petit peu sur le piédestal pardon, sur lesquels on les a installés nous en tant que fans. Là on a un petit peu de ça, sauf que là en plus on lui demande de s'entretuer. Donc on a vraiment quelque chose que je trouve encore une fois que je trouve hyper efficace dans le mouvement, dans le dynamisme, dans l'efficacité de la narration pour nous expliquer ce qui s'y passe, les liens entre le passé et le présent. D'où vient Skullcrusher? Qui est-elle véritablement? Qu'a-t-elle dû faire pour en arriver là?
On a vraiment quelque chose, un affrontement que je trouve assez dantesque et assez génial, et c'est vrai que ça aurait pu faire une mini en 5. Mais soit les ventes ont été bonnes, ou soit les plans de Josie Campbell ont évolué. Je pense que les ventes ont été bonnes, parce que on en discutait un petit peu en plaisantant avec Manphobia sur l'émission d'Encre et de Bulle, mais Boom Studio, c'est beaucoup ça quand même. Si les ventes sont très bonnes, allez, on fait une fin ouverte pour qu'on puisse comme ça potentiellement faire une ongoing ou une série un peu plus longue, quoi. Et du coup, moi, c'est vraiment une série que j'ai trouvé, que je trouve toujours excellente. Et effectivement, vu le cliff du 5, on remet pas mal de choses en question qui sont super intéressantes. Donc, euh, donc ouais, non, non, bah, j'ai hâte. Le numéro 6 sort, je crois, en octobre prochain. Il y a juste un mois en septembre où il y a une pause, c'est sûrement le mois où sort le TPB d'ailleurs. Donc voilà, I Heart Skull Crusher, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que ce numéro 5, je trouve qu'il y avait une petite baisse parce que bah, y a cette transition un petit peu rushée entre fin de mini et ouverture pour le prochain arc. Mais on va voir comment va s'opérer la transition dès le numéro 6. Je suis assez intrigué et évidemment je vous en parlerai dans un futur issue de secours. On enchaîne avec Boom Studios, avec le numéro 5 de Man's Best. Vous vous souvenez, cette série de Pornsack Pitchet Shot au scénario et de Jesse Lonergan au dessin à la colorisation. Et là, je vous présente une variant cover de Dan Mora, évidemment, Dan Mora qui continue de filer des coups de main à Boom Studios. C'est génial. Elle est trop belle d'ailleurs, cette cover. Vous vous souvenez cette série que j'aimais vraiment beaucoup, Athos, Porthos et Lovie. Voilà, ces trois animaux qui avaient été formés par le docteur qui continue de chercher suite à voilà, un imprévu, on va dire, un imprévu spatial. Et voilà, on avait beaucoup de choses, notamment dans le numéro 4, un cliffhanger qui rebattait totalement les cartes, où on se demandait un petit peu quels étaient les tenants, quels étaient les aboutissants, en fait, finalement, est-ce que c'était... nous, on a le point de vue des animaux depuis le début, est-ce que finalement ce point de vue, il est biaisé? Est-ce que la vérité est ailleurs? Comme on le disait dans une série... bref, Dossier X. Mais en tout cas, encore une fois, ce numéro 5, que je vous montre un petit peu des planches, je l'ai trouvé super. Je trouve que la partie artistique de Jesse Lonergan est toujours aussi convaincante. C'est hyper fluide, c'est chouette. Hein. On a quelque chose de... On a un super plot twist qui fonctionne franchement très bien. Je sais pas trop si je peux vous en montrer, c'est ça le problème. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont spoilantes. Donc il y a beaucoup de révélations dans ce numéro, beaucoup de choses qui s'y passent. Donc je vous montre juste quelques numéros, quelques planches comme ça, voilà. Mais c'est vraiment, encore une fois, une super mini. C'est quelque chose que j'ai trouvé très efficace. Avec forcément une fin, encore une fois, un peu ouverte. Et, et c'est encore une fois le reproche qu'on peut faire. C'est ce qu'on disait, on en parlait avec Old Geek sur Pine and Merrimack. Si c'est une mini qui reprend plus tard, pourquoi pas. Si c'est juste un moyen de faire une comment dire, beauté en touche, soit c'est une mini avec fin ouverte, soit c'est une ouverture pour une potentielle reprise, hein. Ça va devenir fatigant en fait voilà, comme procédé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est mon seul reproche. Sinon franchement cette mini, c'est une mini qui se tient bien, qui est hyper intéressante, qui nous raconte beaucoup de choses finalement en peu de numéros. À savoir l'exploration, la foi en l'humanité, la foi en son prochain, la codépendance, voilà, le travail d'équipe, le collectif, les individualités. Enfin, ça raconte plein de choses de manière très subtile. Et vraiment de main de maître par Jesse Lonergan. Je sais plus si je vous ai montré cette double-là, que j'aime beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire que Man's Best, franchement, numéro 5, en 5 numéros, pardon, très réussi. Je sais pas du tout s'il y aura une suite. Hein. Je vous tiendrai évidemment au courant. On entame le gros segment Image Comics. Je dis gros segment quand même parce que il y a 5 numéros à vous présenter. Donc évidemment, le retour de Saga. Wouh, le numéro 67, un retour qu'on attendait depuis près d'un an. Et non, je ne fais pas ma mauvaise langue, puisque ce numéro 67 est sorti le 31 juillet, quand le dernier numéro du précédent arc, à savoir le numéro 66, qui est le dernier numéro du tome 11, qui est sorti en version française depuis, chez Urban Comics, date, lui, de septembre 2023. Donc quand même, une grosse attente, surtout que Brian K. Vaughan nous avait promis qu'il y aurait au moins 6 numéros par an. Écoutez, si les 6 numéros sortent de manière consécutive, le dernier numéro sortira pour la Saint-Sylvestre, 31 décembre. Du coup, il aura tenu son engagement. Mais on ne l'en voudra pas si jamais il y a un petit retard, allez, jusqu'en janvier ou février, on a un petit peu l'habitude. On va voir en tout cas les 6 numéros qui se rapprochent. Voilà, la numéro 67, le 68 est prévu pour fin août,
le 69 pour fin septembre, et le 70 avec une cover incroyable. Je vous laisse checker si vous ne l'avez pas vue, mais elle donne très envie. Et donc, elle, prévue pour fin octobre. Donc normalement, on aura toujours 71 et 72 pour fin novembre et fin décembre. Bref, tout ça pour dire que ce numéro, on l'a attendu. On avait envie de retrouver, clairement, le personnage de Hazel. Vous le savez, c'est les personnages qui est la narratrice depuis le tout premier numéro de Saga. C'est un petit peu son journal intime, à cœur ouvert, où elle va revenir un petit peu sur les différents éléments les plus marquants de sa vie, de la vie de ses parents notamment, et de son entourage, des différentes rencontres qu'elle a pu faire, parce que Saga c'est ça, c'est des personnages très hauts en couleur, hein, que ce soit Marco, Alana, Hazel, Prince Robot 4, Écuyer, Petrichor, le Testament, Sophie. Il y a énormément de personnages, vraiment délicieux, et c'est toujours des dialogues. Hein. Pour moi, Brian Kevogan, c'est le meilleur dialoguiste actuel des comics. Moi, c'est quelqu'un qui m'émeut par les mots et qui m'émeut par sa mise en scène. Il y a des choses que je trouve absolument poignantes et incroyables. Il n'hésite pas à nous montrer absolument de tout, de la détresse dans ces personnages qu'on a pourtant détestés. C'est ce que j'appelle un petit peu le Jaime Lannister, vous savez, c'est les personnages qu'on déteste forcément parce que on pousse pas un gamin d'une cabane quand même. Et au final, parce qu'il lui est arrivé tellement de merde, tellement de couilles, il en a pris tellement plein la gueule que finalement il a gagné notre empathie. Et oui, on le voit plus comme une bête ou comme un affreux méchant, mais comme un personnage, un humain avec ses défauts, ses faiblesses, ses failles. Pour moi, c'est un petit peu tout simplement l'évolution au cinéma de ce qu'on avait par Martin Scorsese dans Les Affranchis ou dans Casino, puis ensuite surtout dans Les Sopranos, dans la série de HBO, où là c'était fou parce que vraiment on a humanisé en fait un parrain de la mafia et sa famille. Et d'ailleurs une série que je vous recommande, comme beaucoup de séries HBO de cette époque-là. C'est vraiment extraordinaire. Donc ouais, pour revenir à Saga, c'était une grosse claque. Hein. Ça raconte encore énormément de choses. Hein. Comment fait-on pour se relever de drames personnels. Comment la considération d'autrui aussi, ça parle beaucoup de ça. Il y a Hazel qui parle beaucoup de Squire, d'écuyer. Et parfois, vous savez, quand on est adulte, ou on revient, lorsqu'on est enfant ou adolescent, sur certains événements ou certaines situations, et on se demande si on a bien agi, si on aurait pu faire mieux, si on n'aurait pas pu faire autrement. Donc ouais, de toute façon, c'est un comics que je trouve brillant. De fond en comble, je trouve que c'est vraiment que ça raconte énormément de choses. Et là, c'est une situation qui peut paraître assez ordinaire et finalement, il y a forcément ce petit côté magique. Là, il y a un moment qui est génial. On se demande un petit peu, on a du mal à croire qu'Alana ait servi à l'armée et qu'elle ait participé à la grande guerre entre couronne et continent, entre les cornus et les ailés. Et finalement, pour prouver un petit peu qu'elle a bien, servi, elle fait l'utilisation en public d'une arme qu'elle détient depuis la guerre, et dont les propriétés, je vais vous taire ses propriétés parce qu'elles sont assez incroyables. Et c'est ça, Saga, c'est aussi ça, c'est des situations parfois assez ordinaires ou classiques qui peuvent parler à tout le monde, mais avec ces situations évidemment fantastiques, je trouve qu'elles fonctionnent parce que c'est souvent des très bonnes idées, et en plus elles touchent au plus profond de nous en fait. Donc vraiment Saga pour moi c'est un grand comics. Et je voulais parler, pour terminer, il faut que je fasse attention parce qu'il y a le spoiler juste à côté. Voilà. Parler du courrier des lecteurs. Et oui, le courrier des lecteurs qui est quelque chose de très important dans chaque comics de Saga de Brian Kevogan. Et on dit au revoir. On dit au revoir à son chien qui l'a accompagné, qui nous a accompagné pendant tous ces moments de lecture. Là, c'est le nouveau que je vous ai montré. Hein. Le chien qui on dit au revoir, il est là. Et donc ça, c'était très émouvant, parce que Brian Kevogan nous fait part un petit peu de son deuil et de la disparition de son chien, qui était un petit peu la mascotte du courrier des lecteurs depuis le premier. Donc déjà, ce courrier des lecteurs était déjà assez émouvant pour ça. Et ensuite, hein, rien à voir avec cette fois la disparition de son chien, il y a deux choses que j'ai relevées qui étaient importantes dans ce courrier des lecteurs. Tout d'abord, une annonce assez importante qui dit que dans Exploding Giraffe, qui est donc le site sur lequel vous pouvez y aller gratuitement, et vous pouvez voir notamment les comics numériques. Il en a fait 2 avec Marcos Martin, à savoir c'était The Private Eye et Barrier, qui sont sortis en VF dans une édition reliée à l'italienne, que j'ai hors de portée. Et là, il annonce justement que la série des Spectators, qui fait avec Nico Henrichon,
va sortir aussi en physique. Donc pour moi, c'est une super nouvelle. Parce que oui, vous pouvez le lire en numérique gratuitement, vous donnez ce que vous voulez, donc vous pouvez le lire gratuitement, sans problème, et c'est légal. Mais moi, j'ai vraiment envie de dire, envie d'avoir cette version physique entre les mains. Et la deuxième chose, c'est que franchement, il y a une lettre que j'ai trouvée absolument incroyable, qui m'a ému au plus haut point. Et donc rien que pour ça, Saga, quand c'est pas l'histoire à proprement dite, c'est le courrier des lecteurs qui me fait tirer une larme. Donc c'est incroyable ce rapport personnel que j'ai avec ce comics, Saga. Forever. On continue. On continue avec Sacrificers numéro 10. Sacrificers qui est pas loin d'être un de mes coups de cœur de l'année, je pense, hein, tout simplement. Toujours Rick Remender au scénario. Et cette fois, pour 3 numéros, donc les 10, les 11 et les 12, on va avoir un autre dessinateur, Max Schumera, s'octroie une pause bien méritée, ma foi. Et on a André Lima Arauro, qu'on a déjà vu avec Rick Remender, notamment sur A Writer Thirst for Vengeance, hein, soif légitime de vengeance. Et la colorisation est signée Dave McKay. Voilà, je vous montre les crédits ainsi que la première planche. Bon, c'est super beau. C'est magnifique. On suit le personnage de Soluna, dont je vous ai déjà parlé, hein, fille de Rokos et de Luna. Un petit peu la fille du soleil et de la lune, tout simplement. Et on voit un petit peu son destin, on va dire, c'est la chute un petit peu de ce personnage. Si vous avez suivi ce qui s'est passé avant, on voit bien que clairement, on n'est plus du tout dans la situation de départ. On a quelque chose qui a sacrément changé. Et on va se rendre compte de plus en plus que l'espèce de pouvoir qu'elle a obtenu dans le numéro 7 a des conséquences assez terribles, que je vais évidemment pas vous révéler. Et à l'issue de ça, le cliffhanger, il est incroyable. À chaque fois, Remender, là, depuis quelques numéros, je dirais depuis numéro 4 ou 5, wow, ces retournements de situation et ces dernières planches sont folles. C'est-à-dire soit un énorme retournement de situation, soit une rencontre improbable, soit un level up, soit quelque chose. Mais là, on a vraiment, moi, quelque chose qui m'a stupéfait, qui m'a cloué le bec. Il faut le faire. Non, vraiment super. J'ai tellement hâte de lire le numéro 11. Donc voilà, Sacrificer, ça doit être une de mes séries de l'année. Puis par ailleurs, il y a un courrier de lecteur. Il y en a de plus en plus, de toute façon, qui s'appelle Offerings. Je vous l'ai montré, offrande. Donc ça se fait de plus en plus. De toute façon, dans le single issue, c'est vraiment la meilleure manière qu'on ait trouvé de garder cette proximité, je trouve, entre l'auteur et le lecteur. On continue, parce que je pourrais en parler des heures de ce Sacrificers 10, mais non, c'est extraordinaire, puis je vais pas trop spoiler non plus. Une autre œuvre de Rick Remender, Napalm Lullaby, le numéro 5. Donc c'est toujours Rick Remender au scénario. Veuillez m'excuser. Et c'est Bengal au dessin et à la colorisation. Donc on avait une espèce de situation très compromettante pour Sam et Sarah, vous vous souvenez, hein, qui étaient venus avec leur père Xandar en mission d'infiltration, et tout s'était pas passé comme ils souhaitaient. Donc on avait Sam qui était complètement abasourdi, enfin qui était même KO à cause de toutes les émotions négatives qu'il avait pu ressentir, parce que c'est vraiment un empathe. Hein. Il ressent puissance 1000, hein, un petit peu toutes les émotions, négatives ou positives d'ailleurs, hein, qui sont à ses alentours. Et là, on a un numéro, enfin, de révélation complètement. C'est-à-dire qu'on nous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. On a Sarah qui ouvre les yeux, qui se demande si elle rêve, parce que vous le savez, en fait, elle a le pouvoir de pouvoir imposer son rêve à la réalité. Et ça, c'est toujours très intéressant comme pouvoir. Il avait été manifesté très clairement lors du numéro 1. Mais depuis, on n'a pas vraiment de règles établies, enfin, on n'en sait pas plus que ça. Mais là, on va clairement rentrer dans le lore et nous raconter un petit peu l'histoire de Glokor, l'histoire de celui qui est sur le trône de Glokor actuellement, qui s'appelle Kaidan, et on va nous raconter un petit peu son histoire, et l'histoire de sa rencontre avec une jeune femme. Enfin, c'est assez passionnant, parce que tout à coup, ce qu'on avait vu lors du numéro 1 et qu'on comprenait pas trop, on fait le lien avec le numéro 5, et encore une fois, hein, c'est ce que je vous ai dit avec Remender, faut accepter que ce soit les numéros suivants qui viennent apporter les réponses aux questions que vous vous étiez posées quelques numéros avant. Donc encore une fois, on a vraiment quelque chose que je trouve, un numéro que je trouve hyper efficace, qui est très bon. Et qui donne pas mal de réponses, comme je le disais. Non, vraiment, c'est un super numéro. Du coup, qui remet un petit peu tout en question, enfin pas tout en question, mais qui remet pas mal de choses
au niveau de l'intrigue, hein, qui réoriente complètement l'intrigue. Et là, on voit bien maintenant ce qui va pouvoir se passer. Donc, je suis très elliptique, je le sais, mais on a en gros Sam et Sarah qui ont trouvé une nouvelle aide de camp, qui ont trouvé quelqu'un qui l'auront sorti de leur situation inextricable, à moins que ce ne soit un rêve, à moins que ce ne soit, à moins que ce ne soit un rêve, pardon, j'avais du mal à faire cette liaison, j'aurais pas dû la faire d'ailleurs. Et ça, on sait pas trop. Donc c'est encore assez cryptique, mais c'est franchement très bien. Un numéro, enfin, de révélation et d'explication un petit peu plus, hein, sur cet univers régi par Glocor, comment en est-on arrivé là, comment lui est-il arrivé en haut et à la tête de on va dire de ce royaume. Et voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, j'ai trouvé ça très bien fait. Je fatigue un petit peu, allez, on termine, hein, c'est l'heure de terminer. Et quoi de mieux de terminer par une fin. Évidemment, c'est la fin de One Hand avec le numéro 5, et c'est la fin de Six Fingers avec le numéro 5. Alors, une série que j'avais adoré suivre de l'une à l'autre, qui était vraiment magnifique, comme je l'avais dit, One Hand, donc c'est Ramvi et Laurence Campbell. Lilo Fridge a la colorisation des deux titres. On a vraiment une série avec des tonalités très chaudes, très crépusculaires, noir et rouge, qui sont vraiment... qui étaient super beaux. Et ce numéro ne déroge pas à la règle, il est magnifique. C'est toujours un plaisir que de dire One Hand. Et là, on a vraiment en plus quelque chose qui est quand même un sacré retournement de situation. C'est-à-dire que les explications qu'on nous donne, parce qu'il y a des explications, elles sont très surprenantes. Hein. On les voyait pas forcément venir, clairement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai franchement apprécié, que j'ai vraiment trouvé très bien. Mais on se demande un petit peu si Ramvi, à un moment ou à un autre, a hésité à en faire une ongoing de chaque côté, ou si c'était trop de boulot, tout simplement, de coordination. Mais honnêtement, moi, la fin, elle me satisfait complètement. Mais c'est vrai qu'elle part sur quelque chose qui était absolument pas prévu. Parce que vous vous souvenez que c'était le détective Harry Nasser d'un côté, le jeune étudiant Johannes Veil de l'autre. Et là, je vous présente Six Fingers, donc Dan Waters et Sumit Kumar. Sumit Kumar, quel dessinateur. Je vous en ai parlé récemment dans Vis Savage Shores, dans D'encre et de Hulle. C'est vraiment quelqu'un que je trouve dont le talent est époustouflant. Donc voilà, et donc on suivait un petit peu cette course-poursuite. Ce jeune étudiant qui fait tout pour retrouver une espèce d'ancienne civilisation avec cet objet qui l'obsède. Hein. Il veut retrouver la trace de son père. On a Harry Nasser qui, lui, est obsédé par cette affaire de meurtre, hein, et ce tueur à la main, où il ne comprend pas. On a l'impression de l'avoir arrêté déjà 2 fois. Là, c'est le 3e. Donc, 2e copycat du tueur à la main. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, on a vraiment ces 2 personnes qui se posent des questions, qui veulent des réponses. Et on a une conclusion que je trouve franchement glaçante et très réussie de ce point de vue-là. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui a apporté à ces personnages? Pourquoi ne trouvent-ils pas de salut? Pourquoi ne peuvent-ils pas se contenter d'être heureux? C'est pas aussi simple. Et même si la conclusion apportée, elle est peut-être pas celle qu'on pouvait imaginer, c'est impossible. Mais honnêtement, justement, ce côté un petit peu, je te surprends et je te propose ça, et qu'est-ce que t'en dis? Pour moi, a très bien fonctionné. Après, je peux comprendre que ceux qui suivent la série depuis le début sont un peu désarçonnés par cette fin en 2 parties, en quelque sorte. C'est-à-dire le 5 de One Hand et le 5 de Six Fingers. Mais au final, ça reste une de mes lectures marquantes de l'année, hein, One Hand and Six Fingers, que je recommande très 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 fortement. Voilà, c'est tout pour moi. C'était déjà pas mal. En bref, les coups de cœur, c'est Saga 67, c'est Sacrificers 10 et Batman Dark Age 4. Donc quand même 3 coups de cœur, c'est énorme. Les très bonnes lectures, NYX numéro 1, Napalm Lullaby numéro 5, et les numéros 5 de One Hand et Six Fingers. Et puis le Man's Best numéro 5 que j'ai trouvé très bien, mais moins bon que les 4 numéros précédents, parce que là c'est pareil. On a voulu faire une espèce de conclusion, mais en amorçant une suite potentielle, et du coup on a un petit peu le cul entre 2 chaises. Voilà. Le cul entre 2 chaises, ce sont les mots par lesquels je vais terminer cette émission. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Dans l'espace commentaire, il est aussi là pour ça. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez lu dernièrement. Et puis, abonnez-vous et lâchez un petit like et partagez, ça fait toujours plaisir, forcément. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt, salut!